Bonsoir et bienvenue, vous regardez 6,5. Ces œuvres surprennent par leur diversité. Le plasticien Marc Colonna-D'Istria est l'invité de 6,5. In Lux Liminé de Jean-Michel Rafali dans la critique livre de Sébastien Pisagne, à la découverte de l'artiste japonaise Yayoi Kusama avec Vanilla Vanchirin, et notre invité répondra au questionnaire 6,5. Mais tout de suite, c'est notre interview. Bonsoir Marc Colonna-D'Istria, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Merci à vous de me recevoir déjà. Voilà. Vous proposez jusqu'au 23 mai au Lazaret Ajaccio l'exposition En quarantaine, et l'un des moments importants est la création d'une œuvre participative in situ. Est-ce la spontanéité et le hasard peut-être même qui va dicter ce moment? L'idée, oui, c'est l'idée de la spontanéité et du hasard. C'est la rencontre avec les gens en fait qui vont, je pense, conditionner la création de l'œuvre, de cette œuvre participative. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, je dis on parce que normalement je serai présent, ça veut dire qu'on va pouvoir vous faire des propositions ou en tout cas influer directement sur l'œuvre en train de se créer. Voilà, l'idée en fait, c'est que on ne demande pas que des artistes viennent faire un show, c'est pas, il n'y a pas d'artistes confirmés, c'est des gens qui viennent avec avec leur bagage émotionnel, avec une envie de participer, de laisser une trace, et ça peut se faire par le biais de l'envie de faire une photo, d'écrire quelque chose sur le mur. En fait, il y aura un grand mur avec un panneau. Tout en papier craft, et les gens seront libres de faire une photo, de l'imprimer, de revenir 2 jours après la coller, écrire des textes, peindre, pourquoi pas faire une vidéo. Nous on en fera également, des gens, enfin ceux qui veulent s'y prêter évidemment. Après je crois que ça sera conditionné par par la présence humaine et par ce que les gens apportent. Du moment. L'esprit du moment, est-ce que les gens auront envie de nous apporter, et puis peut-être ce qu'ils attendent peut-être quelque chose de nous aussi, un vrai échange. Un vrai échange. Alors je me suis baladé évidemment dans vos œuvres, Marc Colonna-D'Istria, et j'ai eu le sentiment vraiment que il y avait chez vous une dimension très affective avec votre travail. Alors c'est un travail qui évidemment, parce que c'est quand même quelque chose qui accapare beaucoup. C'est quelque chose qu'on vit en fait en permanence. On est toujours attentif je pense, surattentif au monde. Et puis peut-être l'envie d'examiner ça avec son œil, avec son cœur, et c'est des correspondances permanentes en fait c'est un va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur, et je pense que c'est un peu le travail de l'artiste d'être attentif à ça en tout cas, et après peut-être d'essayer de le faire partager dans la mesure du possible. Ça veut dire que vos impressions du moment d'ailleurs, vont dicter vos créations. C'est de ce ressort-là. Je pense que c'est l'impression. Je parle souvent d'impression comme quand on imprime un papier en imprimerie. Je pense que le cerveau, on regarde, on écoute. Il y a plein de choses dont on n'est pas maître en fait, que ça soit des odeurs, des sons, et de tout ça, je crois que il sort une espèce d'impression générale. On ne sait pas ce que c'est. Et moi, j'ai trouvé l'envie en tout cas, et peut-être avec mes outils, parce que chaque artiste crée ses outils, sa palette, de l'exprimer. Alors ça dépend de l'impression. Et si je vous dis que vos œuvres sont charnelles, vous êtes d'accord, ou vous y voyez une fausse route dans mon interprétation? Non, je suis pas contre, parce que c'est la peau, c'est une des premières choses que j'ai appris, qui m'avait beaucoup surpris, c'est que je sais pas si ça va être hors sujet ce que je vais vous dire. Il n'y a rien qui est hors sujet, rassurez-vous, absolument rien. C'est que le cerveau en fait se développe en même temps que la peau. Et je trouve on s'en rend compte assez souvent quand les gens, de quelle façon la peau réagit aux émotions, quand on rougit, on pâlit, et c'est comme la peau est le reflet du cerveau. Et j'ai un peu l'impression que la toile, c'est aussi un peu ça, c'est un peu le reflet aussi de l'âme. Enfin,
Le reflet de l'autre. Et le reflet de l'autre aussi. Vous dites, cette intervention pose également la question de l'insularité au travers de notre ressenti en tant qu'artiste par rapport aux déplacements et aux échanges avec l'extérieur. Vous voyez, vous êtes hors sujet, ça rebondit sur vos propos. Ça veut dire aussi, Marc Colonna d'Istria, que vous devez être, ça va peut-être vous paraître comme une banalité évidente, ça l'est peut-être moins pour nous, nous autres néophytes, ouvert vraiment à tout ce qui se passe au monde en mouvement pour créer, pour insuffler de la création. Je crois qu'il faut être, en alerte mais positive et se laisser traverser, je pense, par le mouvement, par les rumeurs, par les bruits, par la rumeur dans le bon sens, pas la rumeur qui détruit là. Mais par la belle rumeur, je dirais, par le bruit de la rue. Voilà, le bruit de la rue, voilà. Est-ce que vous vous sentez libre de toute convenance artistique? Vous n'êtes pas prisonnier d'une école, hein? Non, je pense pas, non. Bah, d'ailleurs, j'ai pas été trop... j'ai jamais été enclin, en fait, à aller trop à l'école. J'ai toujours été un mauvais élève quand même, quoi. Et après j'ai fait un peu d'art, un peu d'architecture. J'ai fait toujours plein de choses, mais un peu. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que peut-être qu'après on y perdrait sa liberté d'être trop. On est trop, je pense, conditionné dans la condition. Et la condition, je crois que ça, c'est pas compatible avec l'art. Justement, je crois que c'est pas la liberté aussi, c'est l'histoire de la condition. C'est l'obligation, mais pas la contrainte, en tout cas. Je sais pas comment... Non, l'obligation et pas la contrainte. C'est cet espace de liberté qui vous permet de créer. Ça me convient, moi. C'est vrai. Bon. Personnellement, il y a également près de vous... il y a également près de vous... On ne peut pas ne pas évoquer Yuna. C'est impossible. C'est ma compagne et je pense que c'est la personne... avec qui l'art a pris une nouvelle dimension. Et c'est une dimension participative, là, mais à deux, où finalement elle a amené son univers, parce qu'elle a son propre univers, que ça soit cinématographique, littéraire. Et on a confronté tout ça. Et c'est vrai qu'on est souvent dans le montrer, on adore se montrer des choses, on adore... voilà, un film qui nous a plu, on aime bien en parler. Et c'est vrai que je crois que l'art c'est ça aussi, c'est une chance vraiment, d'avoir une compagne artiste. Et le regard de l'un peut influer sur le travail de l'autre? Je pense que ça influe, mais c'est jamais directif en tout cas. Ça se fait d'une façon, c'est très délicat en fait. Je crois que et je crois qu'il suffit de dire très peu de choses en fait pour. C'est pas l'idée d'orienter le travail de l'autre, mais le fait d'y poser juste des fois un mot, un sourire. Et c'est vrai qu'on est à l'écoute l'un de l'autre pour ça. On aime bien finalement se montrer nos pièces. Et des fois, je me demande même si on les crée pas des fois l'un pour l'autre. Voilà. Même si après on les montre à tout le monde. C'est jusqu'au 23 mai, c'est au Lazaret Hollandine à Ajaccio. Et Marc Colonna d'Istria, notre invité, est en quarantaine. C'est le moment d'accueillir le libraire de 6,5, Sébastien Pisagne. Bonsoir mon cher Sébastien. Bonsoir. In lux liminé au seuil de la lumière de Jean-Michel Raffaly aux éditions Hugues Facora. Banalité des quotidiens, hasard des situations, des existences se croisent à la lisière du divin et de l'universel. Sacré programme, Marc. Sacré programme, oui. On parle, hein. Là, J'ai eu très envie de vous parler de ce compatriote Jean-Michel Raffaly en allant voir du côté de vos œuvres. Je me suis dit, tiens, ça c'est l'occasion rêvée, parce que je crois qu'il est notamment question dans ces œuvres, notamment, de transformation de l'être, forcément du regard que l'on porte sur le monde. On est complètement là-dedans avec Jean-Michel Raffaly. Alors d'abord, vous savez que moi je me paye toujours un petit luxe, hein. D'abord c'est le titre, j'aime les titres. Toujours. Et alors là me permettre
permettre de faire prononcer du latin à Philippe. C'est un petit bonheur. Le bon plaisir de In lux limine. Voilà, un peu de latin, 18h30, ça ne fait pas de mal. Il y a quand même la traduction immédiatement au seuil de la lumière. Un petit mot quand même sur Jean-Michel Raffaly, parce que c'est pas forcément l'auteur que tout le monde connaît, d'autant que c'est un monsieur qui a un métier très sérieux sur lequel on ne reviendra pas, mais qui donne dans l'écriture depuis tout un tas d'années, sous diverses formes. Il a déjà écrit des romans, 2 à son actif, qui ont été publiés. C'est également quelqu'un qui a animé plusieurs ateliers d'écriture. Enfin voilà, plusieurs années, on va dire, en écriture. Il avait édité, édité, c'est un bien grand mot, c'est-à-dire que In lux limine se trouvait sur Internet. Et puis il a été un petit peu plus loin, et voilà que c'est donc devenu un livre. Alors de quoi s'agit-il, cet ouvrage? Une quête qui est menée sur un registre qui est celui du thriller ésotérique. C'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est assez rare finalement le thriller ésotérique made in Corsica. Registre compliqué à tenir, parce qu'il faut à la fois avoir le rythme du thriller et puis réussir quand même à faire toucher du doigt des mystères occultes qui paraissent pas trop simplets, si vous voyez ce que je veux dire. Difficile alchimie, et Jean-Michel Raffaly, il réussit quelque chose de très réussi. Alors au départ, on trouve des personnages, donc il y a Lucie auquel on s'attache immédiatement, détective privé, belle femme, son oncle vient de mourir, il était le détenteur d'un secret, et donc évidemment elle va sur la piste, elle se projette sur la piste de ce secret. Elle rencontre là Simon, jeune homme, un brin marginal, qui se trouve lui aux prises avec un dangereux gangster. Donc tout ça, évidemment, s'enchevêtre. Il y a toute une bande d'amis. Voilà. Il y a une bande d'amis qui se crée autour d'eux, et ils se retrouvent donc à mener une quête. Alors attention, pas n'importe laquelle. On est tout simplement en train d'essayer de remonter aux sources du premier homme. Celui-ci s'appelant évidemment Adam. Voilà. Vous voyez, c'est pas tout à fait rien. Bon thriller ésotérique. J'ai passé un bon moment, encore une fois. On se balade beaucoup, comme d'habitude. On commence à Marseille, on passe par la Corse. Il y a quelques moments très très sympas en Corse. Et on atterrit même à Bahreïn, dont le désert prend le parfum d'une terre adamique. C'est bien fait aussi à un niveau. Au-delà du côté thriller, c'est qu'il prend le temps d'explorer ses personnages, de les présenter. Et sincèrement, on s'attache énormément à eux. Et puis au détour, on méditera aussi un peu sur la manière dont cette notion de divin a traversé les siècles pour arriver jusqu'à nous. Premier volet, je vous le disais, puisque l'idée, c'est qu'il y ait aussi un triptyque au final. Donc à suivre. Et moi, j'attends avec impatience, en tout cas, la suite. Petit extrait, allez, comme ça, pour vous montrer un petit peu la manière avec Jean-Michel Raffaly, 2 mondes viennent coexister, se fracasser. Le voici. Ces 2 représentants de la même espèce avaient si peu en commun. L'un dormait à l'essentiel et l'autre était éveillé. L'un était profane et l'autre initié. Voilà, on est toujours entre ces 2 eaux chez Jean-Michel Raffaly. C'est très bien mené. In lux limine au seuil de la lumière de Jean-Michel Raffaly aux éditions Huc Facora. C'est le choix de notre libraire du soir, Sébastien Pisal. Merci beaucoup, mon cher Sébastien, et à très vite. Avant d'accueillir Vanina Vancherin pour sa séquence art, une nouvelle découverte artistique. Quelques mots, évidemment, sur ce lieu, le hangar. Qui est en pleine construction, en fait. C'est un endroit qui était dédié au départ au BTP, et donc il y a eu déjà un gros déménagement. Et là, on le développe tout doucement, donc c'est un atelier-galerie. Et puis qu'on aimerait faire évoluer vers quelque chose d'ouvert aux autres artistes, faire du participatif. Encore une fois, il y a cette idée d'échange. Ouais, on aime bien l'intervention des autres aussi, et qui nous apportent leur savoir-faire, leurs idées, leurs émotions, et puis une création. J'aime bien l'idée des créations communes. Moi. J'ai un frère, et c'est vrai qu'on a toujours fonctionné en binôme, on a toujours fait des trucs. J'aime bien l'idée du 2 ou 3, voilà. Dans la créa, je trouve que c'est intéressant. Et du 5, on voit à l'image, on va demander à notre réalisateur si on peut mettre cette image-là, 5 recommandations pour un bon exercice, plein écran. Oui, parce que, alors même si on ne le voit pas très bien, c'est important ces 5 recommandations, n'est-ce pas Oui. Alors ça, c'est une affiche que j'ai faite pour une manifestation qu'organise une amie, Marie-Joseph Bergman, qui se trouve ça va être à Saint-Nicolas au mois de juillet, je crois que ça commence le 7 ou le 8. Ça commence le 7. Le 7, voilà. Et donc, les 5 recommandations, qu'en pensez-vous? Alors, je trouve qu'il y a un lien, évidemment.
Je trouve qu'il y a un lien évidemment avec votre volonté de faire participer tous les artistes. C'est une des recommandations pour un bon exercice. Hein. C'est aussi cela, c'est faire en sorte que tout le monde s'intéresse à l'art. Il y a cette idée de, au fond, le terme va être fort peut-être, de démocratiser aussi l'art. On a parfois peur. Je dis on, c'est générique. Hein. Je pense que c'est important en tout cas enfin pour un être humain, de faire sortir des choses et de montrer. Alors à sa façon, il y a dans tous les arts en fait. Je crois que l'art ça sert à ça sert aussi à ça révèle l'homme en fait. C'est un moyen qui nous est donné avec plein d'outils. Donc le théâtre, la danse, la musique, la peinture, la chanson, la vidéo. Et c'est de plus en plus vaste et je pense que ça permet à de plus en plus de monde de trouver un moyen de le faire. Donc ça, je trouve ça chouette, quoi, voilà. Régulièrement, elle tente justement de révéler l'homme avec un grand H. C'est le moment de la séquence art de Vanina Vancherin. Bonsoir Vanina, oui, révéler l'homme. Mon cher Philippe, bonsoir Marc Colonna-Distrie. Je trouve que ça fonctionne bien avec vous, cette idée-là, de révéler aussi par les œuvres l'autre. Oui, et puis justement l'art participatif, parce que justement on parle d'une artiste qui vraiment fait participer le public. Je pense, il me semble que vous la connaissez. Oui, j'aime beaucoup son travail. Voilà, donc grand délire. Ouais. Voilà, Yayoi Kusama. Et ce grand délire, j'ai trouvé que vous aviez justement des similitudes, justement au niveau de la répétition, de l'idée de faire participer les gens, la créativité absolue, infinie. Voilà, on commence à voir quelques œuvres. Celle-ci est parmi les dernières, c'est-à-dire que il y avait une pièce blanche. Elle fait rentrer le public et le public rentre avec des espèces de gommettes et il colle partout ces gommettes. Elle, ce qu'elle dit, c'est que à travers ces points, ces répétitions d'éléments, en fait, elle veut exprimer le fait que nous disparaissons à travers le paysage des formes, justement la déshumanisation en fait de notre société. C'est ça qu'elle dénonce. Mais elle ne dénonce pas que ça. D'abord, c'est un personnage très très haut en couleur, d'ailleurs on peut le dire autant. Voilà, c'est le cas de le dire, parce que c'est un personnage qui est assez extraordinaire. À 10 ans, elle commence à avoir des hallucinations. C'est-à-dire qu'elle commence à voir des petites fleurs rouges apparaître partout où elle pose son regard, à la suite d'un déjeuner familial où il y avait justement une nappe avec des petites fleurettes, et puis elle se rend compte qu'en fait qu'elle a un problème. Mais ce problème, au lieu d'en faire quelque chose de négatif, elle en fait un élément de créativité. Et puis, il y a aussi le fait que sa famille refuse qu'elle devienne une artiste. Parce que c'est quand même le Japon de 1930. Donc, c'est une époque quand même encore très rigide. Les femmes doivent se marier. Sa mère lui interdit carrément de peindre. Elle lui confisque ses peintures. Et donc, elle décide de tout lâcher. Elle part à New York. Et là, évidemment, elle rencontre Mark Rothko, évidemment, tous les grands, Donald Judd, justement, qui a créé, alors, très peu de gens connaissent, mais le projet Marfa, aujourd'hui, c'est une référence dans l'architecture au Texas et l'architecture, voilà, le minimalisme. Elle est à l'encontre de ça. Vous avez... Alors, c'est très vivant, ça. Hein. Mais en fait, voilà, elle dénonce aussi... La quintessence de la vie, n'est-ce pas? C'est ça. Mais oui, mais elle dénonce aussi le machisme. C'est ce qu'elle dit. Parce que justement, elle en a souffert. Et voilà, alors vous parliez tout à l'heure de multicréation, de multicréativité par la vidéo. Voilà, ce sont ses œuvres les plus connues. Et alors, son dernier projet fou, c'est une femme qui a un certain âge aujourd'hui. Elle crée, en partenariat avec Airbnb, un concours. Alors si vous avez, Marc, un loft à Londres, eh bien Yayoi Kusama peut venir le décorer spécialement pour vous et vous aurez votre chambre Yayoi Kusama. Il faut juste postuler. Voilà, s'il y a ici parmi nos téléspectateurs, il y a des volontaires. Si elle veut venir au regard, franchement, il y a du travail là, il y a à faire aussi. Ouais. Voilà, mais voilà, j'ai trouvé que son univers et le vôtre, voilà, on a, je trouve, de grandes similitudes. Et une grande diversité voilà, dans les formes, d'ailleurs. Tout à fait. Puis il y a un univers extrêmement coloré. Vous avez vous-même cette expression... elle utilise beaucoup de techniques, ouais, c'est vrai qu'elle est complètement... Enfin, c'est plus que polyvalent, là, ça atteint un niveau... Et elle retranscrit beaucoup la vie, je trouve, qui bouillonne. Ouais, c'est chouette, ouais, j'aime beaucoup ce travail, ouais.
Bon, c'est bête de dire ça, c'est pas suffisant, chouette. Non, mais pourquoi pas au Pour moi, contraire. ça veut dire beaucoup. Voilà, Bon, quelqu'un qui est chouette, c'est elle, par exemple. Oui. Mais, donc je me suis dit, voilà, je pense que c'est un personnage, et vous voyez, on s'est trouvé d'accord, puisque c'est un personnage que vous appréciez particulièrement. Bien choisi, Bien vu, Vanina. Ah, bien vu, ouais. Écoutez, tant mieux, nous sommes là pour ça, nous sommes Philippe, n'est-ce pas? Yayoi Kusama, j'espère que je l'ai bien prononcé, l'univers visuel totalement déjanté. C'était programmé dans la séquence art de Vanina Vancherin. Et tout de suite, c'est le moment tant attendu, tant redouté. 6,5. Non, tant redouté, je sais pas, c'est une phrase qui m'est sortie. Ça va aller. Votre premier choc visuel. C'est peut-être pas le premier, mais en tout cas un souvenir génial. Quand j'étais à Paris, je travaillais la nuit. Et un matin, je finissais tard et mon frère, qui n'avait pas lui dû dormir, m'a téléphoné pour m'emmener voir l'expo d'Alechinsky au musée du jeu de paume aux Tuileries. Et ça a été, c'est une grande claque, ouais. Parce que déjà l'endroit est magnifique et c'était présenté de telle façon, des toiles gigantesques. C'était pas abstrait, pas figuratif, enfin c'était complètement déconcertant. J'ai été sous le charme. Secoué. Ça m'a secoué la tête et j'en suis encore secoué aujourd'hui. Je m'en suis jamais remis de ça. Que trouve-t-on actuellement sur votre table de nuit? Alors, j'ai terminé un livre que j'ai beaucoup aimé de Jean-Michel Nair, La peau de l'Olivier. Ah, La peau de l'Olivier. Que j'ai beaucoup aimé. Et excellent auteur. Hein. Excellent auteur et qui a sorti un nouveau là que j'ai pris mais j'ai pas encore commencé. Jean-Jacques Colonnadis. Jean-Jacques Colonnadis. Et j'ai aussi celui de David Pietre que j'ai commencé, qui est complètement décalé, c'est quand Napoléon Boutafouk rencontre Philippe Feix. Ça m'a l'air d'être un grand délire. On l'a reçu nous dans 6,5, je vous le confirme. Voilà, et c'est un ami en plus, et ça fait longtemps qu'il est là-dedans, et j'étais très heureux pour lui qu'il sorte ce livre, et qui est vraiment un ovni. En quoi excellez-vous? J'aime bien improviser. Vous excellez en improvisation? En fait, j'aime bien devoir faire quelque chose et manquer de plein de choses. Voilà. Par exemple, en cuisine, même en peinture, des fois il reste 3 tubes et j'aime bien essayer de faire des mélanges, de rajouter des choses improbables et d'y arriver. Voilà. J'aime bien me dire que je peux arriver en étant nécessiteux, peu de choses. J'aime bien. Ouais. Votre mot préféré? C'est le mot possible. Celui que vous détestez? Ça serait le contraire, impossible. Votre héros de fiction? J'ai une grande passion pour, ça va paraître peut-être couru, pour Robinson Crusoe. Parce que j'aime tout le côté social du personnage, son envie de rester un animal social, quoi. Et puis sa débrouillardise, l'inventivité. L'impossibilité du quotidien, il ne sait jamais ce qui va se passer le lendemain. Hein. Et voilà le côté improbable de tout, et l'incertitude, et puis cette envie de rester en vie et de continuer. C'était mon héros. Voilà. Votre héros dans la vie réelle? Je dirais, ça aussi c'est peut-être couru, mais je dirais quand même que c'est mon père, parce que il est... c'est pas le héros, le héros du moment, c'est le héros un peu de tout le temps, qui distille comme ça de l'héroïsme. C'est pas du grand héroïsme, mais une espèce de constance, de force. Et lui aussi était je trouve le roi de l'impro, parce qu'il est guitariste amateur, mais et j'ai toujours été ébloui par ça, cette capacité à improviser. Et à accompagner les gens et à partager avec les autres. Voilà. Vous l'avez en vous également, Marc Colonnadis. Et enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous l'entendre vous dire après votre mort, le plus tard possible? Évidemment.
Eh bien, ça tombe bien, ça continue. Merci beaucoup, Marc Colonna d'Istria. Merci Je à répète, vous êtes jusqu'au 23 mai au Lazaret à Ajaccio pour l'exposition En quarantaine. Et l'un des moments importants, ce sera la création d'une œuvre participative in situ. Nous en avons un petit peu parlé dans la première partie de l'émission, dans notre interview. Juste pour terminer, vous êtes attentif à la perception que les gens peuvent avoir de vos créations? J'aime bien les entendre parler, j'aime bien entendre les gens déjà dire des choses sur des choses. Et donc quand ils parlent de notre travail, comment ils le perçoivent, et des fois c'est complètement différent de la vision que nous on en a, donc je trouve ça très intéressant. Et je trouve que c'est plus intéressant d'écouter les gens parler de notre travail, peut-être même que de nous d'en parler. Non, ça faut pas le dire, sinon j'aurais pu l'inviter si vous voulez dans cette émission. Oh non, je vais pas trop parler de mon boulot, mais oui, bah, peut-être. Désolé. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir bavardé sur votre processus créatif et sur vos créations. Je répète, c'est jusqu'au 23 mai, c'est au Lazaret Hollandine, En quarantaine, Marc Colonna d'Istria. Vous avez rendez-vous avec votre Corsicazer et je vous dis à très vite sur France 3 Corse via Stil pour un autre 6,5.